et d'une hypothétique cessez-le-feu, enfin d'un cessez-le-feu, plus ou moins, qui peut-être va se transformer en un processus de paix, qui dépend énormément de la conjoncture internationale. Et la raison pour laquelle j'ai appelé ce livre Le bouleversement du monde, c'est que il me semble que la césure du temps que nous avons vécu depuis le 7 octobre et jusqu'à l'investiture de Trump, d'une certaine manière, fonctionne comme telle, comme quelque chose qui est d'une certaine manière, un renversement de toutes les valeurs, non pas au sens nietzschéen, car lui considérait que c'était formidable, le renversement de toutes les valeurs. Je suis pas du tout sûr que ce soit formidable, mais en tout cas, une transformation en profondeur des fondements moraux sur lesquels était bâti l'univers d'après 1945, dans lequel, après la fin du nazisme, le mal absolu, c'était, alors, là, les mots sont à faire attention, justement, disons, on va dire un terme très neutre, l'extermination des Juifs d'Europe par le nazisme, et le monde s'était divisé en des points cardinaux signifiants qui étaient l'Est et l'Ouest. L'Est étant le monde communiste ou socialiste, l'Ouest capitaliste ou libre, avec Moscou et Washington, et l'Union soviétique et les États-Unis et leurs satellites. Mais ni l'un ni l'autre ne déniait que l'extermination des Juifs d'Europe, appelons là la Shoah, ce qui ne veut pas dire la même chose, ce qui veut dire catastrophe, qui est traduit en arabe comme Nakba, justement, pour créer une équivalence. Nakba désignant pour les Palestiniens leur expulsion du territoire qui viendra celui d'Israël. Et mais ni à Moscou ni à Washington, on ne déniait que l'extermination des Juifs par les nazis fut le mal absolu, même si ultérieurement l'URSS et le bloc soviétique ont multiplié les procès antisémites, même si le communisme, sommes entre nous, enfin même si je ne suis pas juif, est une secte juive. C'est Shabbatai Tzvi puissance XXL, si j'ose dire. Et mais la psychanalyse aussi. Et donc un antisémitisme dans en URSS, qui est consubstantiel ce genre d'idéologie, mais néanmoins la réalité de l'extermination n'était pas remise en cause. On accusait les autres d'avoir fait je ne sais pas quoi, et au début du reste, l'URSS reconnaît l'État d'Israël, c'est Golda Meir, native de Kiev, qui était soviétique, qui est la première ambassadrice, et les soviétiques voient dans le peuple des kibbutzim, d'une certaine manière, une extension du monde soviétique face aux tribus arabes liées aux Anglais, liées au colonialisme britannique. Alors ça change ensuite parce qu'ils voient tout l'intérêt qu'ils ont à jouer dans l'autre sens, mais il n'y a pas de remise en cause de l'extermination des Juifs. On dissocie l'antisionisme de l'antisémitisme, etc. dans cette représentation du monde à ce moment-là. Or, avec le 7 octobre et ses conséquences, on assiste finalement à une sorte de rotation des points cardinaux d'un quart de tour. L'Ouest et l'Est ne sont plus pertinents et sont remplacés par le Nord et le Sud global. Le Sud global est l'incarnation de la victimisation coloniale, et le Nord, qui se prétendait être sous ses formes soit Est, soit Ouest, le lieu d'où venaient les normes pour l'humanité, la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, etc., est retourné dans un autre sens, sur sa tête, et devient le lieu d'où s'est produit le véritable crime contre l'humanité qui annule et remplace, si j'ose dire, l'extermination des Juifs d'Europe, c'est-à-dire la colonisation. Et le Sud global
le porteur d'un monde qui est fondé à réclamer justice pour cette colonisation infligée par le Nord, dont les valeurs sont ipso facto remises en cause, puisqu'elles ne sont que le masque idéologique de ce qu'a été l'exploitation et l'extermination coloniale, la traite des Noirs, l'esclavage, les massacres, etc. Et dans cette perspective, donc l'opération israélienne à Gaza, qui fait suite au 7 octobre, l'hécatombe de 47 000 aujourd'hui selon les chiffres connus, acceptés généralement, qui impliquent pas seulement des civils, mais aussi des combattants bien sûr, palestiniens, est l'aboutissement du processus colonial. Et de ce fait, Israël étant devenu un peuple génocidaire, un État génocidaire, n'a plus de légitimité, car il avait été fondé après 1945 comme un havre pour les survivants et les héritiers des survivants du génocide nazi. Donc, on a un bouleversement du monde complet, puisque on a déjà, et cette transformation des points cardinaux signifiants. C'est ça qui est très important. Alors, pour les gens de nos âges, même si, pour une fois, il y a des gens qui étaient un peu plus jeunes que moi, quand je fais une conférence sur lui, je suis vraiment le plus jeune, parce qu'il est effrayant, j'ai 70 ans, hein, donc ça vous donne une idée du monde dans lequel nous sommes, mais dans une grande partie de la jeune génération estudiantine même, ce que je viens de vous dire et qui vous semble le processus d'une déconstruction déridienne ou déridoïde, si j'ose dire, est considéré comme vérité établie. Et ça n'a plus de sens, ouest-est, pour les jeunes qui sont sur leur téléphone portable, ça n'a plus aucun sens. C'est sud-nord et ça c'est très frappant parce que c'était déjà présent. J'avais rencontré cette taxonomie, si j'ose dire, différente dans les années 1990. J'étais à l'époque aux États-Unis, à New York, et je préparais un bouquin qui s'appellerait À l'ouest d'Allah, qui a été un échec total. Mais déjà, m'étais intéressé aux points cardinaux. Et donc, j'avais en fait pris trois thèmes que j'avais essayé de faire signifier ensemble. L'affaire Rushdie au Royaume-Uni, donc j'y allais pas mal dans les Midlands. L'affaire du voile en France, de 89, la première, et puis les Black Muslims aux États-Unis. Et en lisant la littérature des Black Muslims, donc j'étais très présent à l'époque, c'était en France, c'était pas tellement connu sur là, tout un développement il y avait un livre qui s'appelait History of the Secret Relation Between Blacks and Jews. Tout le monde parle anglais maintenant, j'ai pas besoin de traduire, ça veut dire l'histoire de la relation secrète entre juifs et noirs, noirs et juifs, qui disait ceci: les juifs nous cassent les pieds avec leur histoire d'Holocauste, on sait pas trop. Ouais, et puis ça ne concerne que des blancs entre eux. En réalité, quel est le véritable crime dans l'histoire de l'humanité? C'est la traite négrière. Et qui est responsable de la traite négrière? Alors, ça n'est pas complètement faux, ça n'est pas totalement vrai, mais tout le monde s'est mis dans la traite négrière. Alors, commençons au début, les musulmans, qui razziaient les tribus noires musulmanes, qui razziaient les tribus impies, et les revendaient. Alors, à l'époque, dire une chose pareille, c'était islamophobie, interdit. Un malheureux qui s'appelle, je sais plus comment, qui a été chassé de l'université pour écrire ça, donc je suis pas le premier. Mais heureusement, entre-temps, Daesh a démontré que c'était une réalité. Et Daesh faisait prisonniers les yézidis, vendait les femmes, revendait les hommes, mettait les femmes. Donc cette histoire est une histoire assez ancienne. Les apporter à Gorée, où des capitaines chrétiens généralement les mettaient sur les bateaux pour les vendre à des planteurs également chrétiens en Amérique du Sud ou dans la partie sud de l'Amérique du Nord. Et les Juifs faisaient la lettre de change, comme ils l'ont fait depuis toute l'humanité. Pourquoi y a-t-il des Juifs dans
dans le tafilalet ou dans le drap, parce qu'ils faisaient la lettre de change sur ceux de Tombouctou, quand les marchands qui apportaient ivoire, l'or et autres vers le nord repartaient dans le désert. S'ils étaient repartis avec des sacs d'or, les Bédouins leur auraient coupé la tête. Il y avait un papier, l'expression c'est de l'hébreu, sur lequel le Abraham de Darfoud disait à Moshe, donne tant de pièces d'or à Mohammed. De même, vous avez eu les communautés juives du sud de la Libye, du Djebel Nefoussa, du sud de l'Algérie, de la Tunisie, etc., qui étaient ça. Ou les Rothschild, à l'époque, les Suisses alémaniques n'étaient pas encore socialisés par le pape dans sa garde. Ils coupaient les bourses, pour le sens du terme, de ceux qui faisaient la route entre Zurich et Venise. Donc tout le monde y était dans l'esclavage, dans la traite négrière. Mais toute l'idéologisation rétrospective de l'histoire, c'est à dire non, il y en avait qu'un qui était c'était les Juifs. Et à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'était justement cette obsession sur la culpabilité et la substitution d'un crime principiel à un autre. Et ça, c'était un enjeu, évidemment, de mémoire, de concurrence, de victimisation, dans un contexte américain où les Black Muslims venaient après les mouvements des droits civiques, où aux États-Unis, il y avait une alliance noire-juif, si j'ose dire, notamment parce que, vous savez, à l'époque, dans la guerre, même après-guerre, il y avait une discrimination à Harvard, par exemple. Il n'y avait pas plus de 10% de juifs, ou 15%, comme ça, avant les deux guerres mondiales. Et donc, les luttes se sont faites ensemble, mais après, le mouvement des Black Muslims parti sur l'argumentaire que, en fait, les Juifs ont manipulé les Noirs, en ont profité, et les Noirs n'ont rien eu. Et les slumlords étaient tous Juifs. Donc, à partir de là, vous voyez, on a une reconstruction de l'histoire, une reconstruction des fondements d'une victimisation qui est au socle d'une légitimité politique ou d'une délégitimation politique. Et le 7 octobre, ça n'est pas le moment qui a inventé ce phénomène, puisque je vous ai dit, je l'ai retrouvé, je l'ai connu dans les années 90 aux États-Unis, mais qui en a été la cristallisation. Et la cristallisation au moment d'un retournement particulier. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus, puis après, on va passer directement aux affaires d'otages, enfin, et qu'on pourra discuter. Alors, quand j'ai appelé ce livre Holocauste, dont le S n'a pas plu à tout le monde au départ, c'était justement pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ceux qui faisaient ce qu'ils faisaient à ce moment-là avaient dans la tête et qu'est-ce qu'ils convoquaient historiquement ou religieusement. Et j'ai appelé le 7 octobre une razzia pogromiste. Pourquoi? Parce qu'elle a été vécue par les victimes comme un pogrom, comme le premier pogrom d'ampleur qui ait touché autant de personnes. Tous n'étaient pas juifs, mais 90%, il y avait des travailleurs agricoles, il y avait des bédouins aussi, mais là, sur les 1210, je crois que c'est le chiffre qui est le nombre arrêté maintenant aujourd'hui, plus de 1100 juifs. Enfin. Donc le plus grand massacre de juifs de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, d'un coup, et qui plus est, dans le territoire qui avait été construit pour être leur havre, pour signer pour le territoire du plus jamais ça. Donc quelque chose qui, évidemment, non seulement par l'horreur que l'on a découverte avec les vidéos, etc., mais par l'effet de symbole, était quelque chose qui faisait chanceler même, et qui était conçu comme tel, entre autres, par Sinoir, parce que en réalité, ça n'a pas marché. Enfin, c'était totalement contre-productif. Quoique, enfin, en tout cas, en termes géopolitiques, on y va revenir tout à l'heure. Ça, c'est du côté des victimes. Mais du côté de l'assaillant, c'est une razzia. Et une razzia qui s'inscrit dans une tradition ancienne de la culture arabe, c'est-à-dire la razzia,
une tribu bédouine fond sur l'oasis contrôlée par une autre, tue les hommes en âge de combattre, récupère les femmes et les enfants pour le butin, fait des otages, au sens propre. Et vous savez que le 7 octobre, l'armée israélienne a mis tellement de temps à réagir. La démission du chef d'état-major et de son adjoint la semaine dernière, qui en fait a dit, nous on démissionne, mais il y en a un au-dessus qui devrait, qui dit, non, moi je reste. Et à cause de on en reviendra tout à l'heure, des responsabilités, on fait que c'est pas seulement les combattants en uniforme des écussons du Hamas et des autres, parce que Human Rights Watch a étudié très précisément les vidéos, etc. Et il n'y avait pas que les écussons des brigades Al-Qassam. Il y avait aussi le FPLP, tout. Mais surtout, ça a duré tellement longtemps, et puis il n'y avait pas d'armée israélienne, qu'une partie de la population de Gaza, est allée faire du butin et prendre des otages elle-même, ce qui expliquait aussi que la question des otages est si compliquée. Par exemple, ceux qui ont été libérés par l'opération de Nora Agami, je crois, c'est ça. Oui, c'est pas l'opération militaire de Netanyahou, n'étaient pas enfermés dans un tunnel du Hamas, mais c'est une famille qui les conservait et qui espérait en tirer un profit. Donc tout cela s'inscrit dans quelque chose qui est assez ancien et notamment donc dans les textes de l'islam fondateur tels qu'ils sont interprétés bien sûr par les plus radicaux, mais ils présentent effectivement un certain nombre de capacités à se faire interpréter comme telles. La relation fondatrice avec les Juifs, c'est la razzia de l'oasis de Haïbar, qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui est encore très visible, et dont les Saoudiens sont en train de faire un resort. Et peut-être dans le cadre de l'échange, de la reconnaissance sur un des vols directs, ça m'étonnerait. Et en arabe, chaque fois qu'il y a des prises de parole contre Israël ou des manifestations, et surtout ou des missiles du Hezbollah ou de l'Iran contre Israël, ça s'appelle Khaybar. Et on a dit en arabe, Khaybar, Khaybar ya Yahoud, Jeish Mohammed Sayaoud, c'est-à-dire Khaybar, Khaybar et les Juifs, l'armée de Mohammed est de retour. Alors qu'est-ce qu'elle a fait cette armée de Mohammed, Khaybar, en l'an 628? Donc, le prophète de l'islam, donc souhaitant préparer le financement de la conquête de la Mecque, est allé là où il y avait de l'argent, donc dans une oasis qui faisait la lettre de change aussi, sur l'encens du Yémen, puisque aujourd'hui, dans cette même route commerciale, maintenant elle n'est plus par les caravanes, c'est la route de la soie chinoise sur laquelle les Houthis tirent à bras raccourcis, ce qui rend les Chinois assez furieux d'ailleurs, et mais qui fait la fortune des armateurs qui facturent le conteneur très très cher. Donc les gens qui redescendaient, et la route de l'encens montait jusqu'à Gaza. La richesse de Gaza, c'est là qu'on déchargeait les chameaux d'encens et qu'on les mettait sur les bateaux pour l'Empire romain, pour l'Empire byzantin et chrétien. Et donc en revenant, même chose que ta Philalette vers Tombouctou, il y avait des lettres de change qui étaient faites, et ce qui faisait, entre autres, outre le travail agricole, la richesse de Khaybar. Donc, le prophète et son armée attaquent Khaybar. Il faut dire que les Juifs s'étaient beaucoup moqués du prophète en disant que c'était qui répétait des bribes de judaïsme qu'ils ne comprenaient pas. Tiens, donc il y a quand même un contentieux assez lourd. Je ne dis pas ça pour excuser des choses. Et donc la description de Khaybar est une description terrible dans la vie du prophète qui montre la cruauté. Les Juifs sont punis pour leur insolence en l'islam. La femme du chef le chef est torturé devant sa femme. Enfin, et c'est quelque chose qui est, si vous voulez, qui est isolé de son contexte évidemment, et qui est appris comme un fondement de la haine des Juifs dans la littérature islamiste. Et quand j'étais en Égypte, vous l'avez rappelé Harry tout à l'heure, en 1981, j'étais sur place dans l'assassinat de Sadat. Le régime égyptien,
qui avait signé les accords de Camp David, était allé chercher des versets du Coran qui disaient, quand le prophète avait fait la paix avec les Juifs de Médine, au moment où il a fait un pacte, s'ils inclinent à la paix, fait de même. Mais évidemment, les islamistes, eux, enlevaient ces versets et utilisaient les autres, utilisaient Khaybar, etc. Oui, donc tout ça est en plus, il y a une temporalité dans le Coran en fonction du moment où les versets ont été révélés, ceux qui suivent ayant une valeur abrogeante de ceux qui ont précédé s'ils sont en contradiction. Donc, toujours est-il que les missiles, comme je dis, de Hezbollah, les premiers missiles qui peuvent toucher Israël s'appellent Khaybar 1, 2, 3, les missiles hypersoniques iraniens s'appellent aussi Khaybar, etc. Et donc, au cri de Khaybar, Khaybar, commence la razzia du 7 octobre, et donc elle est très connotée, si vous voulez, religieusement, d'une certaine façon. Et ce qui déshumanise les individus qu'on va trouver, ce qui va justifier qu'on puisse les massacrer, en ayant le sentiment qu'on est dans l'imitation des soldats du prophète lors de l'attaque de Khaybar en 628. Puisque le temps n'existe pas dans la vision islamiste, simplement la conquête a été interrompue dans l'histoire par des vents contraires, mais il faut toujours œuvrer à prolonger ce mouvement de la conquête et à effacer ce que Sayyid Qutb appelait Inhitat al-Muslimin, c'est-à-dire la décadence des musulmans qui n'étaient pas capables de se resituer dans l'histoire originelle qui aboutit à l'islamisation du monde. Et donc on a cet élément donc qui est que Yahya Sinwar va mettre en œuvre, mettre en scène, qui lui permettra de développer le 7 octobre, avec, et c'est là, on se rendra compte que plus tard, en fait, en péchant par hubris, puisque moi-même, je ne croyais pas à l'époque que c'était possible de faire une chose pareille sans avoir un feu vert de Téhéran. Téhéran qui fournissait les armes à travers les tunnels égyptiens, qui fournissait l'entraînement, etc. Et tunnels égyptiens qui avaient été construits avec la bénédiction de Netanyahou, parce que ça apportait, et des Égyptiens, parce que ça apportait énormément de contrebande dans la bande de Gaza, qui nourrissait les contrebandiers du Sinaï, qui maintenaient le calme au Sinaï, et que les gens de Gaza pouvaient acheter grâce aux 30 à 40 millions de dollars que le Qatar faisait passer en billets tous les mois, parce qu'il n'y a pas de distributeur où il y a Gaza, mais qui arrivait à Tel Aviv et qui était apporté par le Mossad jusqu'à Eretz. Et quand on accuse le Qatar d'avoir financé, c'est vrai, mais c'était à la demande de Netanyahou et des Américains, si vous voulez. Pourquoi? Parce que ils pensaient que avec ce que les nationalistes arabes appellent avec l'argent pourri, empoisonné du Qatar, ils allaient créer une espèce de d'abondance artificielle. Et il faut se rappeler aussi, c'est Netanyahou qui fait aller Sinwar en 2011 à Gaza, qui le libère avec 1026 autres personnes en échange, je n'ose pas dire d'un demi-israélien, parce qu'il était aussi français, mais donc Gilad Shalit, qui avait pas réagi selon l'ordre, d'ailleurs il a été dégradé ensuite. Et il envoie Sinwar à Gaza, tel le Kaiser envoyant Lénine à Saint-Pétersbourg en train blindé pour détruire le tsarisme. Et, ou si on veut prendre une autre métaphore plus digne de Levallois, François Mauriac, qui après la guerre de 45 dit « J'aime tellement l'Allemagne, je suis très heureux qu'il y en ait deux ». Et Netanyahou était très content parce que d'un côté vous aviez, on disait faites la paix à Palestine, mais qui? Avec Mahmoud Abbas, le corrompu et l'incompétent, ou avec le fou furieux de Sinwar? Non, c'est moins tranquille. Et la stratégie de Netanyahou, c'est de se dire, au fond, il y a d'abord ces deux Palestines, donc tranquille, et puis deuxièmement, Sinwar aboie, mais ne mordra jamais. Et bon, je travaille pas là-dessus à ce moment-là. J'ai
je me suis beaucoup plongé dans les textes sinois. Il faisait des interviews tout le temps dans toutes les chaînes arabes. C'était le vocabulaire d'un délire anti-juif. Donc on va prendre vos crânes, on va faire des entassés pour un escalier pour monter sur la mosquée Al-Aqsa, etc. Mais je disais du côté de Netanyahou, laissons-le parler, ça les occupe, mais ils n'ont pas la capacité de le faire. D'où le manque de vigilance pour le 7 octobre. Mais qui était aussi, et ça on ne le comprend qu'après, analysable, si j'ose dire, rationnellement. C'était une erreur majeure, hein, quand même. Et ça, ce n'est pas seulement le chef d'état-major qui est responsable. Parce que ce que Netanyahou appelait conceptia, je ne connais pas l'hébreu, mais je crois que ça veut dire conception, et non pas concept. Donc, c'est-à-dire on les pourrit d'une certaine manière. Et parce que les services de renseignement consacraient une grande partie de leur énergie à ce qui leur semblait, c'était rationnel, un danger beaucoup plus important, c'est-à-dire le Hezbollah, surarmé par l'Iran et disposant de missiles capables de détruire Israël beaucoup plus en profondeur. Et c'est du reste ce qu'on comprend rétrospectivement avec la destruction du Hezbollah en septembre. C'est-à-dire les beepers qui seront, cette histoire sera enseignée dans les écoles de renseignement pendant un demi-siècle. Mais et les talkie-walkie le lendemain, vous imaginez, enfin on en a quelques échos déjà, le temps qu'il a fallu pour monter cette opération, Taïwan, la Bulgarie, convaincre des gars d'acheter ça, enfin bon. Donc c'est une opération très impressionnante en termes de manipulation, depuis le ciblage fait par le groupe ennemi qui distribue ça, en gros, à tous les officiers subalternes. C'est-à-dire que le lendemain, quand l'attaque a lieu, quand les bombardements ont lieu, il n'y a plus personne pour faire les batteries. Ils sont obligés de ramener tous ceux qui restaient en Syrie, qui encadraient l'armée syrienne, et mais ça n'a été touché, ce qui expliquera du reste, et autant qu'on sache aujourd'hui, la conséquence aussi rapide n'était pas pensée par les Israéliens, qui finalement s'accommodaient du diable qu'ils connaissaient, c'est-à-dire l'effondrement du régime syrien. Donc aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Ce que tous les mois, je suis pas encore allé, mais tous les voyageurs fiables que j'ai rencontrés m'ont dit que personne ne contrôle plus rien en Syrie. Et Ahmed Sharia, donc l'ex-Abu Mohamed Joulani, contrôle le Damas, il contrôle même pas, il dit tout ce qu'on veut entendre à tous ceux qui viennent, mais il y a une zone druze qui est indépendante, une zone alawite, une zone kurde, etc., des différents pays de la région commençant à financer les uns et les autres. Donc, on se retrouve dans une Syrie très morcelée, semble-t-il, sans, pour l'instant, passage à la violence, mais il y a vraiment un point d'interrogation très grand là-dessus. Toujours est-il que, donc, le 7 octobre, rétrospectivement, s'inscrit dans ce contexte. Et dans un contexte où Sinoir est convaincu que, en faisant une chose pareille, il va bouleverser le monde, ça effectivement, mais que ça va détruire le fibre morale d'Israël, que les Israéliens vont partir. Alors, il n'est pas faux que les Israéliens partent. Comme vous voyez, il y a eu, je crois, 30 ou 40 000 départs cette année. Semble-t-il, non pas, enfin, j'ai vu ça dans Le Monde ce matin, donc je sais pas s'il faut croire Le Monde, comme il ne parle jamais de moi, sans pour dire que je suis un espèce de néo-nazi, je ne suis pas absolument les croire, mais qui sont dus largement à la montée en puissance du monde ultra-orthodoxe. Et donc beaucoup partent en Grèce, à Chypre, etc. Enfin, une autre question. Mais ce n'est pas directement la cause de Sinoir. Mais il était convaincu. Pardon, je croyais que c'était une réponse que vous me faisiez. Une voix caverneuse vous montrant, je dis, d'accord. Et oui, Syrie, c'est pas SY. Et donc Sinoir est convaincu qu'il va déclencher une dynamique qui fait que même si le Liban et l'Iran ne sont pas dans le coup, ils vont suivre. Et que ce sera là. Les Iraniens savent pas quoi dire. Et le 3 novembre, donc plus de 3 semaines plus tard,
Nasrallah va dire ce qu'il faut. Alors, j'ai été bouqué partout, parce qu'il y a presque plus de ravisants aujourd'hui qui soient capables d'articuler des choses. Il y a des gens qui sont très savants, mais ils font pas de politique. Donc, les télés, les radios françaises nous bouquent tous pour, alors, dites-nous, Gilles, est-ce qu'il va annoncer la Troisième Guerre mondiale? Donc, tout le monde est attend. Puis il dit, c'est pas nous. Donc, on dit, non, ça va, tu peux rester, on a plus besoin de toi. Et il dit, c'est pas nous. D'ailleurs, c'est les frères Houthi qui vont s'en charger. Donc, ils commencent à tirer les trucs. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Et l'Iran est pris dans une sorte de piège. Parce que tout d'un coup, il va y avoir une désinhibition d'Israël pour taper sur l'axe de la résistance. Et on a deux phénomènes qui se mettent en place en même temps dans la réaction israélienne. Le premier, c'est celui sur lequel va se construire l'opprobre anti-israélienne, c'est, si j'ose dire, la loi du talion. C'est-à-dire l'attaque de Gaza, justifiée ou non, comme chacun le voudra, non seulement par le fait qu'il y avait le Hamas en était parti, mais qu'il n'y a pas eu il y a eu une partie de la population qui a suivi. Ce qui aboutira à faire aujourd'hui 47 000, je ne sais combien de morts, beaucoup de morts, et les populations déplacées, enfin, on connaît ça, le juge comme il veut, mon propos n'est pas d'être normatif, mais essayer de comprendre comment les choses se construisent, et qui sera une occasion de répliquer en termes moraux, de la part du Sud global, si j'ose dire, à l'horreur du 7 octobre. Bon, il y a bien des gens qui ont dit non, ça s'est pas produit, la plupart des morts c'était du friendly fire israélien, etc. Bon, il y a eu ces trucs-là, mais ça ne convainquait pas grand monde. Mais à partir du moment où il y a 20 000 et quelques morts, les choses vont pouvoir s'inverser et dire c'est un génocide fait par Israël et donc l'État hébreu n'est plus légitime. Donc de ce point de vue-là, d'une certaine façon aussi, Netanyahou est pris à son propre piège parce que il subit les conséquences de ce qu'il n'a pas prévu et surtout l'armée ne s'est pas préparée à ce type de guerre-là. Autant elle s'est préparée au Beeper, piéger les Beeper, autant elle ne s'est pas préparée à aller dans ces tunnels. Là, c'est aussi une chose complètement incompréhensible. Comment c'était une taupinière, on voyait bien les monticules, ils savaient ce qui se passait, mais les tunnels et les exécutions qu'a fait Sinois de tout informateur potentiel, c'est-à-dire tous les homosexuels, tous les femmes adultères, tous les gens qui avaient des dettes ont été liquidés, a priori, pour supprimer la population, entre guillemets, faible, qui aurait pu être informatrice. Et donc, Israël était devenu sourd, si j'ose dire, et avec les tunnels aveugles, puisque les drones et autres ne voient pas dans les tunnels. Donc ça crée un affaiblissement considérable du renseignement, et l'armée se retrouve dans une nécessité, d'une certaine façon, de faire des morts en grande quantité, alors avec aussi peut-être la vision de Netanyahou se percevant comme le Josué biblique qui, après la chute des murs de Jéricho, lorsque Shofar a retenti, tua tout ce qu'il y avait. Et donc, je ne veux pas arbitrer là-dessus, donc chacun va chercher son texte sacré pour se justifier, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, du point de vue israélien, assez inefficient, même si ça va épuiser la population de Gaza, mais à un prix symbolique, politique, international gigantesque. C'est donc le prix de l'aliénation du Sud global, de la mobilisation de la Cour pénale internationale. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais néanmoins, c'est quelque chose qui fait baisser, bien sûr, la capacité de soft power israélien, si j'ose dire. Mais en même temps que cela, et parce que ça a attiré toute l'attention, on n'a pas vu qu'il y avait quelque chose d'autre qui était en train de se passer. Il a été beaucoup plus dans ce à quoi le renseignement, les modes de belligérance israélien étaient préparés, c'est-à-dire la destruction systématique de l'axe de la résistance, qui commence par le maillon faible syrien. Donc Israël commence par liquider les chefs
les pasdaran, c'est-à-dire les généraux iraniens qui encadraient l'armée syrienne, qui était complètement épuisée par la guerre et clochardisée pour ce qui concerne les Syriens eux-mêmes, où il y avait des généraux iraniens, des officiers subalternes libanais du Hezbollah, les lieutenants, les capitaines, et la troupe, c'était des chiites d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan et autres qui venaient faire le boulot. Et au fur et à mesure que ceux-ci ont été liquidés, ça a exposé l'Iran, qui une première fois, le 16 avril, a dû lancer une salve de missiles depuis son territoire sur Israël. Ils n'ont pas fait de dégâts à ce moment-là, puisqu'ils ont été interceptés par un peu tout le monde, mais qui du coup montrait que l'Iran ne pouvait plus se servir sur son système de mandataire. En tant que Tchèque assimilé français, j'essaie de parler correctement, donc je ne dis pas proxy, mais mandataire. Et qu'il était que l'Iran se trouvait dans le face-à-face. Ce qui, la stratégie de la révolution islamique, c'était lutte contre l'ennemi, contre l'entité sioniste, jusqu'à la dernière goutte de sang chiite, arabe, pas persan. C'est à ça qu'il servait. Or là, tout d'un coup, le territoire de la République islamique est menacé. D'autant plus aujourd'hui que, après le dernier échange, les Israéliens ont détruit, après ce qu'on sait, à peu près toutes les capacités de défense. C'est-à-dire que l'Iran aujourd'hui est comme on dirait en anglais, up for grabs, est à prendre. Elle ne tient que parce qu'il y a un équilibre avec la Russie qui fait que, mais militairement, l'Iran n'a plus de moyens. Ses mandataires sont dans les choux, le régime syrien étant là, le Hezbollah plus encore. Et cela, d'une certaine façon, c'est un effet pervers du 7 octobre. C'est-à-dire que c'est la faute de Sinoir, tout ça. Il a cru, c'est son hubris, si vous voulez, il a cru qu'il allait pouvoir détruire Israël. Alors, effectivement, le dommage à Israël est considérable en termes d'image, de soft power, même d'image de soi à l'intérieur, des contradictions de cette israélienne qui sont aujourd'hui portées à incandescence, même si précisément Netanyahou reste le plus longtemps possible là parce qu'il ne veut pas avoir à rendre compte et poursuit la belligérance. Mais enfin, on en discutera si vous voulez, mais en tout cas c'est l'analyse que je fais. Mais en revanche, dans l'immédiat, c'est l'axe de la résistance qui est en morceaux. Et on voit bien quand on regarde la carte, si vous voulez, jusqu'au 7 octobre, vous avez le croissant chiite qui va de l'Iran en Syrie, jusqu'au port de Latakia et de Tartous, et jusqu'à Beyrouth Sud. En septembre, il n'y a plus de Beyrouth Sud, et en décembre, il n'y a plus de Latakia ni de Tartous. C'est-à-dire que la lutte éternelle entre ceux qui occupent le plateau persique, les Achéménides ou les chiites de Perse, et ceux qui occupent le plateau anatolien, c'est-à-dire les Byzantins ou les Ottomans, et qui avaient vu d'une certaine manière une victoire achéménido chiite, puisqu'ils étaient allés jusqu'à la Méditerranée, un peu comme Cyrus le Grand, si vous voulez, arrêté par la bataille de Marathon. Au mois de décembre 2024, ils sont repoussés au-delà de l'Euphrate. Il n'y a plus de présence iranienne, et même en Irak aujourd'hui, Irak étant un pied avec les Américains, un pied avec les Iraniens, l'actuel gouvernement irakien a interdit aux milices pro-iraniennes en Irak d'envoyer des missiles sur Israël. Et c'est effectif. Ils ont senti que ça chancelait dans le Manche, ça branlait dans le Manche à Téhéran, et qu'il fallait plutôt ménager les Américains, Trump revient. Donc on a là un bouleversement de la carte qui est absolument gigantesque. Alors, dans cette perspective, qu'en est-il de la situation il me reste combien de temps 10 minutes, c'est ça? Il y a de l'eau. Oh non faut pas croire que les goyim sont des idiots. Hein. Je sais quelle est la valeur de mon temps. Hein.
Et donc, quelle est la situation dans la région? Alors, vous connaissez bien mieux la situation en Israël que moi, j'imagine. Il me semble que l'État d'Israël est dans une situation aujourd'hui de crise existentielle assez forte, qui ne se voit pas complètement du fait de la mobilisation, mais qui est, d'une certaine manière, exacerbée par la question des otages. Puisque jusqu'à une époque récente, on avait le sentiment, selon les sondages et autres, que, au fond, l'objectif c'était la guerre qui restaure la puissance de l'État, et puis les otages, partie de la guerre. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu, au début du processus des otages, le sondage indiquait que 75% des Israéliens estimaient que désormais la guerre pouvait arrêter et qu'il fallait d'abord, avant tout, récupérer les otages vivants, ce qu'on pouvait. Et bon, avec un sorte d'arguments que je ne connais pas bien, mais qui sont s'inscrivent dans la tradition juive. Et on est dans une situation aujourd'hui où la négociation avec les otages, donc, a été mise en œuvre quand même très largement par la fameuse déclaration de Donald, alors qu'il n'était encore que président élu, There will be hell to pay, pour tous ceux qui mettent obstacle. Alors on pouvait penser à Hamas, certes, mais aussi à Ben Gvir et à Smotrich. Ceux qui considéraient que toute négociation avec le Hamas, c'était d'ailleurs Ben Gvir est parti sans que ça fasse beaucoup de vagues, puisque il y avait le ministre des Affaires étrangères qui est venu avec 4 députés, là, Sahar. Et en fait, Ben Gvir a moins de députés que Smotrich, ça ne gêne pas apparemment trop Bibi. Et donc, ça a été l'opportunité, au fond, pour Hamas, qui était complètement détruit militairement, de construire une sorte de mise en scène dans les deux. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a eu la libération aujourd'hui ou c'est demain? Demain, en principe, non. D'ailleurs, mais ça fait partie de la guerre psychologique aussi. Et un petit mot sur le processus. Donc, vous avez vu que donc Trump a nommé comme son envoyé spécial. Alors, il y a toutes sortes. Tout le monde est quelque chose chez Trump. Il y a l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, qui est donc effectivement Steve Witkoff, qui est un collègue de Trump, puisqu'il est promoteur à New York. Il a l'avantage d'être juif, qui va expliquer, faciliter quelques-unes de ses actions sans être taxé d'antisémitisme viscéral, je ne vais pas dans une seconde. Et il a nommé un évangéliste qui considère que le parousie du Christ viendra quand Israël aura transformé la Cisjordanie en Judée-Samarie. Il a nommé Mike Rubio, qui est en cubain, et il a également nommé son envoyé spécial pour le Proche-Orient, son représentant dans le Proche-Orient, qui est le père de l'un de ses gendres, Michael Boulos, qui est marié à sa fille Tiffany. Vous remarquerez que Michael est nettement plus jeune que Tiffany sur les photos elle a quand même assez abîmée. Pas par Michael, hein, je pense. Mais bon, vous n'allez pas entrer dans la psychologie du pouvoir, surtout à Levallois. Et donc, une allusion. Ouais. Et donc, Massad Boulos, donc qui est libanais, français aussi, américain et nigérian, car c'est là qu'il a fait sa fortune, a joué un rôle important parce qu'il a fait la campagne de Trump en arabe dans le Michigan, en disant aux Arabes américains du Michigan que les conservateurs et les islamistes avaient les mêmes valeurs patriarcales et que s'il y avait la guerre, c'était la faute de Biden, et que par ailleurs, il avait donné des armes pour liquider les Arabes. Donc c'est une chose assez extraordinaire. Donc, et donc Witkoff est chargé de porter la bonne parole sur Hell to Pay, et comme vous le savez,
Bibi fait de la procrastination, hein, comme à son habitude, pour durer. Et Witkoff, qui est à Doha, où les négociations ont repris, l'appelle un vendredi matin, le lendemain du jour où Trump a isolé, on est vraiment dans un monde bouleversé, enfin, d'autres raisons, je ne vais pas me mettre en avant là-dessus, mais on n'est plus dans un monde westphalien d'une certaine manière. Comment Trump met-il la pression? Vous avez vu ça, je pense. Donc, il y a un économiste juif aussi, de Columbia, qui s'appelle Jeffrey Sachs, un personnage qui est plutôt démocrate, bon, et qui, dans un débat un peu comme le vôtre, mais qui est à Cambridge, à la Cambridge Union, est enregistré, comme vous allez le faire pour moi, et diffusé partout, mais donc je serai encore sous protection policière, et donc, à cause de vous, et donc, il dit à un moment, il s'insurge contre Bibi, et il dit en anglais, "He's a deep, dark son of a bitch." C'est une espèce de sombre fils de... Non, je ne vais jamais dire que ce soit français, est une langue qui ne supporte pas l'obscénité. Et donc, et il prend, bon, ça se passait inaperçu, comme d'autres gens qui ont insulté, mais Trump prend 2 minutes de ça, le met sur son compte X, Truth Social. Bibi, furieux, le vendredi matin, dit, puisque c'est comme ça, je ne vais pas à l'investiture. À peine avait-il dit ça que Witkoff l'appelle depuis Doha et dit, rendez-vous demain, samedi matin, à la primature, je viens te voir parce que maintenant, on arrête les conneries et tu vas négocier. Les aides lui disent, mais demain, Shabbat. Bon, apparemment, dans les comptes rendus de la presse israélienne qui se délecte de ce genre de choses, dit qu'il a usé salty English, c'est-à-dire, je ne connais pas les mots, je viens en anglais, donc l'anglais un peu vert. Voilà, chacun l'interprétera, voilà, salé, voilà, poivré, chacun l'interprétera comme il voudra. Et quand il est venu, donc il vit en plein Shabbat avec sa cravate, hein, l'autre arrivait quasiment avec des baskets, enfin en tongs et en selle, et il lui aurait mis le doigt devant la figure en disant "And don't you fuck that this time." Traduit. Et donc la religion me l'interdit. Et donc il a été obligé de le faire. Et ça donne le sentiment quand même que pour Trump, l'enjeu, c'est le deal. C'est-à-dire des sortes d'accords d'Abraham XXL, où on fait entrer l'Arabie Saoudite, ce qui suppose une reconnaissance de l'État palestinien, quoi que cela puisse bien vouloir dire. Personne n'en a la moindre idée aujourd'hui. Mais en tout cas, les accords d'Abraham, on sait qu'ils se sont faits en faisant l'impasse sur l'État palestinien, ce qui a en fait fourni l'argumentaire pour Sinoir pour le 7 octobre, pour faire exploser ce système. Et dans ce cas-là, autant je suis convaincu que Trump est complètement pro-Israël et ne barguignera pas pour l'existence, la pérennité d'Israël, si vous voulez. En revanche, je ne suis pas du tout convaincu que pour lui, Bibi fasse partie de la solution et qu'il considère que ça fait déjà 18 ans et qu'il est temps qu'il prenne sa retraite. Comme moi, chassé de l'école normale supérieure pour non-wokisme. Et par un certain Frédéric Woke, comme je le surnomme. Et donc je crois que c'est un peu ça qui est en train de se préparer, c'est-à-dire que dans la perspective américaine, il est important de créer une zone de prospérité entre guillemets de Grand Moyen-Orient, dans lequel le promoteur Witkoff et quelques autres vont pouvoir. Le financement n'arrive plus et les armes n'arrivent plus. Alors, il y en a toujours qui sont stockées, bien sûr. Mais je ne pense pas que le Hamas ait la capacité offensive de refaire un 7 octobre aujourd'hui. C'est la moins qu'on puisse dire. Ce qu'on sait, c'est que le frère de Sinwar, Mohamed Sinwar, c'est un peu son remplaçant. Mais on voit mal comment la population, dans l'état de dénuement où elle est, pourrait faire autre chose que brandir des kalachnikovs. Et ça a créé le sentiment quand même que tous ceux qui disent il y aura un État palestinien et qu'il faut libérer Badrouti, etc., Hamas dit il faut compter avec nous, nous continuons à encadrer. La deuxième
vague de libération des 4 soldats était plus sophistiquée, parce que là c'était mieux maîtrisé, et ça donnait, on les a libérés en uniforme, comme si finalement Hamas c'était l'armée Sildave qui libérait des soldats bordures, pour ceux d'entre vous qui ont lu Tintin, je parle, tous les au moins de 20 ans exclusivement ici, moi compris. Et donc c'est plus Hamas n'est plus un groupe terroriste, mais c'est un État qui libère des soldats, qui fait un échange de prisonniers et de soldats, avec ce petit caveat quand même que les malheureuses dans le pick-up qui les ramenait étaient interviewées, récitaient un petit texte en arabe qu'elles avaient appris par cœur, qu'elles parlaient pas mal d'ailleurs avec l'accent, ça a pris sur place avec l'accent typique de Gaza qui est très mélangé à l'égyptien, et disait: nous remercions de tout cœur les brigades d'Azzedim El-Qassam pour ce traitement, Amaliyat Koyessa, de nous avoir si bien traités. Enfin, ensuite, qu'on a fait défiler devant un peu comme vous, devant un panneau où il y avait écrit vive à l'envers, vive l'intifada, vive le déluge d'Al-Aqsa, mort au nazisme sioniste. Ça coïncidait avec le 80e anniversaire d'Auschwitz. Et comme ça, tout était clair pour ceux qui n'avaient rien compris. Et on leur a fait lever les mains, faire coucou. Et malheureuse, la main, il y avait, je n'ai pas osé mettre ça devant moi. Donc, une Kalachnikov brandie, on avait l'impression qu'elle tenait les pauvres filles malheureuses, on explique, ça avait été. Mais, si vous voulez, en termes d'image, c'est quelque chose de puissant, parce que ça veut dire, regardez, les Juifs, c'est rien. Ces filles ont appris l'hébreu, appris l'arabe et dit toutes sortes de les remercier. Vous n'imaginez pas une héroïne palestinienne libérée des prisons en Cisjordanie israélienne qui, en hébreu, etc. Donc il y a toute une campagne psychologique à destination des foules, etc., qui est en train de se mettre en œuvre. Et mais c'est aussi alors, dans à Haaretz, bon, qui est évidemment pas très pro-Bibi, évidemment, qui essaie de le faire fermer, et dans une logique aujourd'hui d'expliquer, Bibi espère bien que Hamas fera capoter la deuxième phase de la libération, comme ça, lui-même peut rester aux commandes et n'a pas à faire face aux tribunaux israéliens pour les histoires de corruption. Et la grande question du 7 octobre, quand même, qui est que la démission de Herzi Halevi et de son adjoint, maintenant, mais c'est à lui de hic rodus, hic saltus. Ça y est, il faut qu'il explique ce qui s'est passé. Sans parler de la CPI, qui pose un problème. Si vous avez vu, par exemple, les Israéliens n'ont pas pu aller à Auschwitz, oui. Qui est quand même symboliquement, ça n'est pas rien. C'est quelque chose qui a du sens, il y a du poids, qui est alors on peut considérer que c'est scandaleux. La question n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. De mon point de vue, c'est de montrer on est dans un bouleversement du monde. C'est très potent, c'est très très signifiant. C'est ça. Donc voilà. Alors en 2 mots, maintenant, bon, sur Israël, ces contradictions, sur le poids des religieux qui ne font pas de service militaire, enfin les Nagedim, je crois, c'est ça, ou les Haredim, alors que les Juifs, alors que les suprémacistes, les héritiers des Rav, Kook et autres, eux le font. Et non seulement le font, mais vont être officiers. Ce qui est, disons, d'officiers qui appartiennent à cette mouvance et qui sont allés au-delà des instructions de l'état-major, faisant prévaloir, notamment, ça a été, je ne sais pas, l'enquête est en cours, mais ça, je n'ai pas d'idée, mais ça a été dit au moment de l'affaire de International Soup Kitchen. C'est les gars de l'ONG se sont fait tirer dessus. Bon, les fissions ont été relevées, mais enfin tout ça on le saura un jour. Mais et donc ça crée des tensions très fortes entre Gallant et Netanyahou, Gantz et les mêmes, etc. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui que les comptes de l'après 7 octobre vont devoir être soldés de toute façon. Et ça, c'est un grand point d'interrogation sur le devenir de la société et de l'État israélien, son rapport au moment où Israël va se trouver dans un environnement où
où il peut y avoir un processus de paix, mais ce sera un Israël qui va devoir gérer ses propres contradictions. Donc ça n'est pas la même chose que dans le pacte d'Abraham de 30-45, y compris dans la relation entre l'Arabie Saoudite. Alors du côté arabe, et je terminerai par ça, donc j'ai déjà parlé de la carte qui fait que l'axe iranien est détruit. Les Russes ont pris aussi une raclée. Apparemment, la raison pour laquelle tout ça s'est fait sans infusion, très peu d'effusion de sang en Syrie, c'est que les Russes voulaient, dans le contexte de la guerre d'Ukraine, éviter à tout prix d'avoir des types avec des barbes gigantesques brandissant une Kalachnikov sur des Sukhoi tagués Allahu Akbar ou dans les autres bases, ou des bateaux. Donc tous les bateaux sont partis. Il y a plus de base, elle a été récupérée. Toutes les bases russes qui étaient au nord, dans la zone kurde, ont été déménagées à travers la Turquie. Il n'en reste plus qu'une, la base aérienne, mais il n'y a plus d'avions. Enfin, il y a encore des bâtiments. Et donc, face à l'inéluctabilité de la défaite, à l'armée clochardisée d'Assad, etc., les Russes se sont retirés en bon ordre, car ça aurait été dans leur guerre en Ukraine une catastrophe. D'autant plus que les Ukrainiens vont partout où ils peuvent et s'embêtent les Russes. Ils ont des régiments dronistes qui ont donné des coups de main au Mali ou je ne sais trop quoi contre une milice islamiste, et ils ont accompagné l'avancée fulgurante de HTS vers Damas. Il y avait un régiment de dronistes ukrainiens qui regardait 30 kilomètres avant pour voir si on pouvait y aller, s'il y avait personne. Il y avait effectivement personne. Donc la Russie, le Moyen-Orient est aussi une variable d'ajustement dans la vision trumpienne, si on peut parler d'une vision, par rapport à l'Ukraine. C'est quelque chose qui s'équipole, si j'ose dire. En Syrie, je l'ai mentionné tout à l'heure, la situation est extrêmement instable aujourd'hui. On n'a pas de visibilité sur ce que ça va devenir. En tout cas, le pouvoir est très faible et ne contrôle pas le territoire. C'était quelques milliers de personnes, la marche triomphante. C'est surtout que tout s'est effondré. C'est pas tellement qu'ils ont gagné quoi que ce soit. Et ils ne sont pas aujourd'hui capables de contrôler les régions qui ne sont pas sur l'axe Idlib, Alep, Damas. Donc on est de nouveau dans une